Là, il faut que tu mettes un peu plus sur la droite si tu veux pour voir les bouquins. Ici, tu peux être... Alors attends, en fait ce qui se passe c'est qu'il faut que je recentre tout, quoi, c'est ça? Ouais, Il faut juste que je comprenne où je dois me mettre, c'est tout. Mais, ouais, c'est bon. attends. Donc cette fois-ci, ça va s'appeler l'épidémie des chiffres. Roi David et virus Covid. Voilà. On va pas confondre les deux. Mais enfin, bon, c'est bref, c'est David et Covid, quoi. C'est bon, on est prêt là? D'abord, je tiens à rappeler qu'on est dans une improvisation et que je sais tous les raccourcis, toutes les imprécisions qu'il y a dans ce qu'on essaye d'aborder ici. Ici, je cherche mes mots, j'invente un cours alors que nous sommes pris de court. Je balbutie des idées alors que nous sommes pris à la gorge. Et on est dans une situation manifestement où notre parole ne peut plus être souveraine au milieu de l'épidémie. Je sais que beaucoup parlent en ce moment, à tort et à raison et à travers, mais quand même, il faut reconnaître que nous avons perdu le contrôle. Un des signes de cela, d'ailleurs, c'est la prolifération des vidéogags. La prolifération des vidéogags sur le confinement. J'ai vu des personnes qui sont des personnes assez intelligentes, qui m'envoyaient habituellement des textes réfléchis et qui maintenant m'envoient, vous voyez, ces petites pastilles gaguesques sur le confinement et les mesures de prévention. Alors vous voyez, ça veut dire que la parole déchoit vers l'image et l'image vers le rigolo. Bah oui, parce qu'on est dans une sorte de nervosité. Et alors, on voit aussi en dessous, bien sûr, de ces vidéogags, les smileys fou rire qui se multiplient, tandis que les malades étouffent. Voilà, donc le sujet de cette intervention, c'est sur la parole et la peste, et comment la peste ravage la parole, mais aussi comment la parole peut déchoir en peste. Certains, même ici présents, hein, m'ont fait le vœu en disant j'espère que ta vidéo va devenir virale. Vous voyez, c'est comme ça que la parole doit déchoir en peste. Est-ce que c'est un bon souhait? Alors, c'est une question que je vais aborder dans un prochain cours. Si Dieu me prête vie, j'aborderai la pensée d'Antonin Artaud sur le théâtre et la peste. Et je ferai le parallèle entre la contagion virale et la contagion sacramentelle, qui explique d'ailleurs la fermeture des églises, si vous voulez. Hein, bon, puisque dans les sacrements, la grâce se communique par contact ou dans la proximité, exactement comme la peste, avec des effets qui doivent transformer votre vie. La mort d'ailleurs du Christ, vous voyez, qui vous tombe dessus, et pour que vienne aussi sa résurrection. Donc il y a des analogies très fortes, mais ce n'est pas le sujet de ce jour. Aujourd'hui, je vais parler de la Bible, de Covid et de David, ou de Covid-19 et de David 2,24. Enfin, second livre de Samuel, chapitre 24, l'histoire de David est dans le livre de Samuel, puis au début du premier livre des rois. On est à la fin du règne de David, et dans ce chapitre, on nous manifeste le second grand crime de David. Vous savez, le premier crime, c'était son adultère avec Bethsabée. Enfin, non content de coucher avec la femme, elle est enceinte, il veut cacher son crime. Il propose au mari qui revient de guerre, qui fait la guerre pour David quand même, de coucher avec sa femme. Et le mari dit non, non, moi je suis un preux, chasteté, continence pendant la guerre. Je veux servir mon roi. Et donc il est très embêté qu'il n'aille pas avec sa femme, ça aurait pu maquiller, vous voyez, la grossesse indue. Et donc ce que va faire David, conseillé d'ailleurs par Joab, c'est de faire mettre à mort le mari de Bethsabée, hein, Urias. Et donc David n'est pas seulement adultère, il tue le mari, il fait tuer le mari. Et ça, c'est le grand crime, bien sûr, de David. Le moment où le roi prend certains de ses officiers comme des pions, prend leurs femmes. Et c'est une image aussi de cette centralisation du pouvoir qui vient dévorer les 12 tribus et qui vient les ramener à une sorte de tyrannie centralisatrice. Alors,
dans ce passage, ce qui est très intéressant, c'est le second crime de David, le second grand crime de David. Dans le livre de Samuel, c'est Dieu lui-même qui lui suggère cette chose. C'est très intéressant parce que, voilà, il y a des moments où Dieu nous suggère des choses dans sa colère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire, ce que nous dit la Bible. Dans le livre des Chroniques qui reprend ce passage, c'est pas Dieu qui parle à David, on ne veut pas entrer dans cette ambivalence, on a un peu peur, et on dit que c'est Satan qui conseille David ici. Et David va vouloir recenser, dénombrer Israël. Donc, vous voyez, c'est un recensement. On va dénombrer les gens. La colère du Seigneur s'enflamma de nouveau contre Israël. C'est contre tout Israël, hein, pas seulement contre David. Le Seigneur incita David à nuire au peuple. Il lui dit « Va, dénombre Israël et Juda ». Le roi dit à Joab, le chef de l'armée qui était près de lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beersheba, et faites le recensement du peuple, afin que je connaisse le chiffre de la population. » Le chiffre de la population. Joab, qui est pourtant généralement un très mauvais conseiller, mais là, vous voyez, c'est la fin. Même le mauvais conseiller va avoir des bonnes suggestions. Joab dit au roi, « Que le Seigneur, ton Dieu, accroisse le peuple au centuple, et que mon Seigneur le roi le voie de ses yeux. » Le voie de ses yeux. Mais pourquoi mon Seigneur le roi veut-il une chose pareille? Et voilà. Et néanmoins, il va recenser le peuple, et David va être puni d'avoir voulu réduire son peuple à des chiffres manipulables. Et ce qui se joue juste après, c'est un châtiment, et le châtiment, c'est la peste. La peste va se répandre en Israël suite à ce dénombrement. Alors, est-ce que la peste vient comme conséquence de ce dénombrement, ou est-ce que ça n'est pas un châtiment, c'est plutôt, il y a toujours une proportion entre le châtiment et le crime, une sorte d'équivalence. Parce qu'aujourd'hui, il y a la peste ou le corona, et nous sommes submergés par une avalanche désordonnée de chiffres. Nous sommes face à une épidémie de chiffres. La vague de l'épidémie monte, comme dit un certain Premier ministre, mais ce qui mesure cette montée, pour nous autres confinés, c'est la vague des statistiques qui s'élève comme un tsunami noyant toute autre forme d'information. Et on est face à ces chiffres, à ces statistiques, jusqu'à ce que la maladie vienne nous prendre. Et c'est là où l'on voit que la parole est ravagée par la peste, que la parole est en pleine déchéance. Au fond, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne cesse d'osciller entre une prévision pleine de chiffres et une mort sans phrase. Tant que nous avons encore du souffle, nous nous livrons aux statistiques, et quand la réalité du mal nous atteint, nous étouffons. Entre la prophylaxie chiffrée et l'asphyxie muette, il n'y a presque rien. Alors, dans l'histoire de David, le dénombrement de la population a pour châtiment l'épidémie. Or, l'ironie du sort, c'est que l'épidémie elle-même, pour nous, est traitée par des dénombrements. C'est-à-dire que c'est l'épidémie qui nous fait entrer dans cette folie du calcul des têtes. Et de fait, c'est dû à l'épidémiologie. C'est l'essence même de l'épidémiologie. L'épidémiologie est une science de la santé, mais c'est aussi un domaine à part entière de la statistique. Un des grands pontes de l'épidémiologie, son fondateur, c'est un certain Anglais, William Farr, 1807-1883, épidémiologiste et statisticien. Mais c'est la même chose, vous voyez. Alors, il va travailler au General Register Office d'Angleterre, celui de l'Angleterre et du Pays de Galles, donc le
le registre qui décompte l'état civil, etc., il va être chargé de compiler les statistiques de mortalité. Et dès lors, à partir de ces statistiques de mortalité, il va pouvoir, vous voyez, évaluer des risques. Alors ça va supposer deux choses, sont très importantes. Le développement de ce qu'on appelle la nosologie, c'est-à-dire la classification des maladies. Parce qu'il faut faire une juste nomenclature des maladies pour pouvoir faire une bonne classification et faire de bonnes statistiques. De quoi est-il mort, vous voyez? Et dès lors, ce qui importe, c'est moins le nom du patient que le nom de la maladie qui l'emporte. Il faut savoir de quoi il meurt pour que la comptabilité soit claire. Donc, première chose, trouver la bonne nomenclature des maladies et opérer une classification des maladies et causes de décès. Premier aspect. Et de l'autre côté, l'importance de recueillir ce qu'on appelle le dénominateur, parce qu'il s'agit de faire un calcul d'un taux de mortalité par maladie. Il ne suffit pas de prendre le chiffre absolu des morts, mais de le rapporter à un ensemble. Et à partir de là, William Farr va fonder ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique, et il va fonder ce qui s'appelle, parce que ce sont quasiment des équivalents, la santé publique. La santé publique se fonde sur des chiffres, sur des statistiques. Donc, on fait par exemple aujourd'hui des taux de propagation par comparaison du nombre de cas d'un jour à l'autre. Donc, on fait des taux de propagation. À partir de ces taux de propagation, on fait une courbe et on voit qu'il peut y avoir par exemple une croissance exponentielle. Et à partir de là, on fait des anticipations et on va dire voilà ce que vous devez faire. Parce que regardez, ça monte. Qu'est-ce qu'on va faire? On est face à des gens, des épidémiologistes, qui ne savent pas ce que c'est qu'un coronavirus à proprement parler, qui font des calculs. Et il y a quelque chose de très paradoxal, parce que, vous voyez, on fait cette courbe exponentielle à partir d'un donné présent qu'on prolonge dans le futur. Et vous voyez qu'il s'agit d'être dans une anticipation avec cette épidémiologie, mais paradoxalement, cette épidémiologie a du mal à penser l'événement. Vous savez qu'une épidémie, c'est quelque chose qui relève de l'événement. C'est justement la différence entre une maladie épidémique qui surgit dans le temps et une maladie endémique qui est toujours présente. Donc, c'est un événement qui fait apparaître l'épidémie. Elle advient. Mais le calcul de probabilité qui va prolonger un état présent ignore ce qui peut encore advenir. Donc on reconnaît qu'il y a quelque chose qui est advenu, on fait des calculs à partir de l'état présent, mais on ignore que quelque chose encore peut advenir, pour le pire ou pour le meilleur. Par exemple, le virus peut muter et devenir plus bénin, le virus peut... la vitesse de mutation du virus est très grande, puisque ça se multiplie très très vite. Il peut devenir pire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il peut modifier ses modalités de propagation. Il y a aussi des choses... Bon. Donc, vous voyez qu'il y a un problème majeur ici, qui est lié au fait que ce n'est pas notre désir de recensement qui produit la peste, c'est que la peste elle-même entre dans une science qui est une science du recensement, une science statistique, l'épidémiologie. Et au fond, c'est ce débat qui a opposé, qui oppose encore un peu, moins maintenant, le ministre et le druide phocéen, j'ai nommé Olivier Véran, et le docteur Raoult de Marseille. Alors, vous voyez, le point de vue de Véran, c'est le point de vue de la santé publique, donc de l'épidémiologie. Le point de vue de Raoult, c'est celui de l'infectiologie. Le point de vue de Véran, c'est la santé publique. Le point de vue de Raoult, c'est la médecine clinique. Donc, Véran, ministre, a rapport d'abord à des chiffres, et il prend des politiques en fonction de sa crainte liée à des chiffres qu'il voit, alors que le docteur Raoult a rapport à des patients. Et ce rapport aux chiffres va amener des politiques, bien sûr, il faut limiter, et on a un ratio de vitesse de propagation, limiter la propagation, donc à des politiques de confinement, alors que ce rapport aux patients, chez le docteur Raoult, applique une logique de traitement de la maladie. Le ministre va allouer des budgets pour la recherche d'un vaccin, Raoult va faire des expériences directes
pour obtenir des résultats de soins. Alors, Véran reproche à Raoult de ne pas avoir procédé à ces essais sur la chloroquine de manière satisfaisante statistiquement. Vous voyez, il n'y a pas de randomisation, il n'y a pas de groupe placebo, il n'y a pas... Vous voyez, qui sont des effets d'ailleurs de statistiques pour gérer la validité d'un médicament ou pas. Mais Raoult n'est pas dans la logique statistique de l'épidémiologiste. Raoult est dans l'urgence médicale. Il n'est pas dans le calcul des probabilités. Il est, Véran est du côté de la précaution calculatoire et Raoult, il est dans le coup de poker. Et ça arrive en médecine. Et quand on est face à une urgence, eh bien, il faut des coups de poker. Et on va voir, voilà, si ça va lui donner raison ou pas. Mais vous comprenez que il y a un problème de cette invasion des chiffres, de cette épidémie des chiffres qui vient complètement focaliser, obnubiler notre vision sur la maladie. Je vais vous montrer quelques paradoxes liés à cette logique statistique. Du point de vue de la statistique, je me trouve dans le pays le plus atteint, la Suisse. Le nombre de cas par habitant, c'est un petit pays, mais le nombre de cas par million d'habitants, faudrait-il dire, est supérieur désormais à l'Italie et à la Chine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on ne sait pas quelle est la politique de dépistage. À un endroit où on dépiste peu et on fait peu de tests, il y a moins de cas. Si on fait beaucoup de tests à un endroit, eh bien, il y aura plus de cas confirmés, mais qui apparaissent dans les statistiques. On est loin des cas réels. Qu'est-ce que c'est que les cas réels? Comment les connaître? Comment les savoir? Comment les dépister? Vous voyez, donc, que veut dire ce chiffre? Je me trouve actuellement dans le pays le plus atteint en termes de nombre de cas testés, confirmés, par million d'habitants. Autre statistique que je vous donne. C'est une chose qui a été vue récemment dans le journal Science de juin 2018. Il y a eu une publication d'une certaine Elisabeth Barbie et de son équipe de statisticiens qui a dit qu'après 105 ans, le risque de mourir ralentit. Cette phrase complètement folle, hein. Il y aurait un effet de plateau. Et voilà ce qu'ils disent dans cet article, somme toute assez drôle, sans smiley fou rire. Vous voyez. Nous avons démontré que le taux de mortalité qui s'accroît de manière exponentielle jusqu'à environ l'âge de 80 ans décélère ensuite et on approche de près du plateau après l'âge de 105 ans. Bon, mais les gens meurent quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Le risque est exponentiel. Vous voyez, mais il y a une différence entre le risque et la réalité de la mort. Donc oui, jusqu'à 80 ans, on a plus de risque de mourir, mais après, vous voyez, non, on a dépassé, et à 105 ans, il y a un plateau. Oui, mais enfin, vous mourrez au moins à 122 ans, comme Jeanne Calment. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, ce même article parle de l'augmentation de l'espérance de vie des centenaires. Je trouve ça assez rigolo. Il n'y a que des statisticiens pour dire des trucs aussi débiles. Alors, il n'y en avait que 100 en 1900, on en espère 43 000 en 2025, des centenaires, et 198 645 pour 2060. On ne sait pas ce que c'est qu'une société en 2060 avec 198 645 centenaires qui va s'en occuper, vous voyez. Enfin bon, il va falloir y réfléchir. Bon, autre statistique, toujours très intéressante. J'ai trouvé ça sur Slate, slate.fr, c'est vraiment un lieu, c'est vraiment le lieu des articles les plus sympas et puis les plus ridicules de ce point de vue-là. Allez, je me déplace, c'est pareil que je suis en train de sortir du cadre un peu. C'est l'animation. D'ailleurs, vous allez voir, enfin bon, c'est la question. Les personnes assises, plus de 11 heures par jour, ont 40% de risque en plus de mourir dans les 3 ans que celles qui sont assises moins de 4 heures par jour. C'est pour les gens de plus de 45 ans comme moi. Donc si, bon, je crois que je vais me lever. Voyez. Non, parce que, vous voyez, là tout de suite, je lis ça, j'ai une angoisse. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est du statistique. Alors, bien sûr, nous avons tous 100% de chances de mourir.
Ça, c'est un principe de base de la statistique. Mais chaque année, le National Safety Council américain, donc le Conseil de la santé publique américain, publie un tableau, celui des injury facts. Et donc, il y a des statistiques pour vous dire quelles sont les chances de mourir par ceci ou par cela. Par exemple, vous avez une chance sur 119 998 de mourir en étant attaqué par un chien. Mais une chance sur 81 701 d'être frappé par la foudre. Je me souviens d'ailleurs à la convention de la droite, il y avait une porte-parole noire américaine de Donald Trump qui disait oui, on parle des violences faites à des Noirs par la police, mais la statistique pour que une personne noire subisse une violence injuste par la police est inférieure à celle d'être frappée par la foudre. Alors, vous voyez, on arrive à des statistiques, à des trucs débiles, parce qu'il y a une différence entre la foudre et un mec qui sort sa matraque. Vous voyez, il y a quand même des problèmes de responsabilité qui sont un peu différents. Non, mais voilà, c'est le type de... Alors, vous avez une chance sur 4147 de mourir par un accident de vélo, et moi, j'ai découvert aussi que j'avais une chance sur 802 de mourir dans un accident de moto, alors que je ne fais pas de moto, bien sûr. Pour l'instant, d'ailleurs, il faudrait le noter, on a plus de chances de mourir d'un accident de la route que du coronavirus. Bon, donc, alors le confinement nous fait moins prendre la voiture, ça diminue peut-être aussi ça. Alors, autre statistique très intéressante, depuis l'épidémie du coronavirus en Italie, il y a 50% de moins d'hospitalisation par infarctus, pour un infarctus. 50% de moins. Alors, ça veut dire qu'il y a moins d'infarctus? Non, ça veut dire que les hôpitaux sont tous mobilisés pour parer à l'épidémie du corona et que les gens meurent dehors. Et donc, en réalité, on parle du risque du coronavirus, mais la mobilisation des hôpitaux par le coronavirus fait que le risque le plus élevé, c'est de mourir d'autre chose, puisqu'on ne va pas vous soigner. Mon ami Ugo Moschella m'a dit cette phrase alors qu'il a attrapé le coronavirus sous une forme légère, et d'ailleurs immédiatement son docteur de Bergame lui a dit de prendre du plaquenil, donc de la chloroquine. Et donc en Italie, déjà cette discipline-là du traitement, plutôt que de la logique les statistiques, vous voyez, les courbes évolutives, etc. Et mon ami Hugo, il a eu cette phrase, bien sûr c'était par humour, il disait « J'ai peur d'avoir l'appendicite ». Mais puisque l'appendicite, c'est une urgence médicale, aujourd'hui vous avez l'appendicite, vous n'êtes pas sûr de trouver une place. On va vous mettre dans un couloir d'hôpital, il n'y a plus de lits, donc il y a un problème sanitaire. Donc quel est le risque le plus grand? Là, on parle que du corona, mais faisons un calcul du risque pour les autres maladies en raison des contre-coups, des dégâts collatéraux du corona. Ouais, alors, et vous voyez qu'on voit bien que c'est complexe. Il y a une autre chose statistique moi qui suis un défenseur du féminisme, de la parité, de toutes ces choses-là, enfin bon, vous voyez, comme tout le monde, quoi, bien sûr, je tiens à le préciser, eh bien, je suis profondément quand même blessé, heurté par le sexisme du coronavirus. Le taux de mortalité est de 2,7% pour les hommes, d'après des statistiques que j'ai vues, américano-italiennes, et de 1,7% pour les femmes. C'est une sorte d'injustice totale. Pourquoi les femmes... Alors aussi, quand vous avez dit ça, vous vous dites, mais pourquoi les femmes résistent plus? Alors vous avez des tas d'explications, c'est forcément multifactoriel. Certains qui disent qu'elles ont un système immunitaire plus fort, ou alors elles ont plus de protéines ACE2, ou alors, culturellement, les femmes prennent plus soin d'elles, donc elles se lavent davantage les mains. Et là, tout d'un coup, vous arrivez à une proposition fortement sexiste, avouons-le. Bon, en tout cas, pendant ce temps, alors même que les femmes résistent mieux et que ce sont des vieillards qui sont les plus atteints, donc pendant ce temps, en dépit des statistiques, une jeune fille de 20 ans meurt. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait?
Oui, c'est vraiment le problème. Et alors tout d'un coup, vous avez ce discours. Ah oui, mais une jeune fille de 20 ans est morte. Et alors vous avez voilà, ce double discours. La mort sans phrase, devant laquelle on ne peut rien dire, et la prophylaxie pleine de chiffres. Voilà. C'est ça ce qui se passe. Ça me renvoie bien sûr au livre de mon ami Olivier. Bonjour Olivier, si tu me vois, bien sûr, je fais un peu de publicité pour toi. Olivier Rey, Quand le monde s'est fait nombre, livre important sur d'histoire et de pensée de la statistique. Et alors, c'est Olivier qui m'a rappelé que l'entrée de la statistique dans la médecine vient d'une épidémie, et notamment des épidémies de variole au siècle des Lumières. Un jour, si j'ai le temps, je ferai justement un cours sur les lumières de la variole, parce que ça a été aussi un lieu très important de la conquête du Nouveau Monde. Vous savez que les conquistadors espagnols ont fait moins de morts que les microbes espagnols. Et c'est précisément cette sorte de flèche épidémique qui a impliqué une domination de l'Occident, précisément sur le Nouveau Monde, par la variole. Voilà. Il faudra réfléchir comment les microbes, comment les virus nous ont aidés à conquérir le monde et à gagner des guerres. Ça a été fait par Jared Diamond notamment, mais c'est un sujet classique désormais. Alors, le principe est le suivant, vous savez, c'était une question, la variole a fait énormément de morts, comme vous le savez. Il y avait des vagues de variole très très importantes en Europe qui décimaient les populations. Et donc, avant Jenner et l'invention du vaccin, vous savez, le vaccin, c'est lié, le nom vaccin vient de cette maladie de la vache qui s'appelle la vaccine. Et de vache. Bon. Et donc, Jenner avait remarqué que les treilleuses de vaches étaient moins atteintes par la variole, voire pas du tout, immunisées. Et pourquoi? Alors il a découvert qu'il y avait une maladie, la vaccine de la vache, qui se transmettait à la femme qui treillait les vaches. Et elle développait donc une immunisation, mais c'est un cas d'immunisation croisée, c'est-à-dire que quand on est immunisé contre la vaccine, on est aussi immunisé contre la variole. Et là, c'était vraiment bénin, si vous voulez, la maladie de la vaccine, donc, pour l'homme en tout cas. Donc, on avait inventé le vaccin. Mais avant le vaccin, il y a l'inoculation. Et alors, la grande question qui s'est posée, c'était de savoir si on pouvait, parce qu'on s'était rendu compte de cette technique-là qui venait d'Asie, prélever, vous voyez, dans les sanies, dans les pustules de la variole, prélever du liquide, l'injecter dans quelqu'un qui généralement présentait, déclarait une variole de forme pas sévère, en tout cas pas mortelle, et dès lors il était immunisé pour la suite. Or, le problème, c'est que l'inoculation faisait un mort sur 300 inoculés. Donc on pouvait mourir de cette inoculation, beaucoup plus qu'on ne pourrait mourir d'un vaccin, où le risque est quasiment zéro. Et donc la grande question, ça sera la question d'un médecin anglais d'abord, James Jerrin, en 1722, c'est de comparer le risque de mort par inoculation et le risque de mort par variole comme tel. Voilà ce qu'il écrit, notre intention est de former une estimation du risque, hasard, c'est le mot en anglais, hazard, que tout le genre humain, les uns portant les autres, court de mourir de la petite vérole naturelle. La petite vérole, c'est la variole. Et en le comparant au risque de l'inoculation, le public peut juger si oui ou non la pratique de l'inoculation tend vers la préservation du genre humain en diminuant le danger auquel il serait autrement assujetti. Donc vous voyez, comparer deux risques. Et il va y avoir beaucoup de textes, de mémoires. Je pense notamment aux mémoires que l'Acondamine va présenter à l'Académie des sciences en 1754, qui lui est alors l'Acondamine est un partisan inconditionnel de l'inoculation, et il essaye de répondre à des objections qui ne sont pas seulement des objections de calcul, mais des objections aussi de métaphysique et de morale. Par exemple, on lui pose la question en disant « mais pratiquer l'inoculation, c'est usurper les droits de la divinité.
c'est usurper les droits de la divinité que de donner une maladie ou d'entreprendre d'y soustraire celui qui, dans l'ordre de la providence, y était naturellement destiné. Alors, vous voyez, on est dans une théologie providentialiste un peu douteuse. Mais il y a d'autres objections qui sont très intéressantes. Il n'est pas permis de donner une maladie cruelle et dangereuse à quelqu'un qui ne l'aurait peut-être jamais eue. Vous voyez, parce que vous inoculez la variole à votre enfant pour le préserver, il en meurt. Et peut-être qu'il n'aurait jamais eu la variole. Qu'est-ce qui se passe? Ce calcul de risque, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, une autre question qui était faite à la Condamine, qu'il rapporte dans son mémoire, pourra-t-on jamais persuader un père tendre de communiquer de propos délibérés à son fils unique une maladie qui peut lui donner la mort? Quelque petit que soit le risque auquel il s'expose par l'inoculation, n'y en eût-il qu'un sur 100, sur 200, sur 300, c'est le vrai rapport, manifestement, 1 sur 300, comme on le suppose, à qui cette opération fut fatale, doit-il l'exposer volontairement à ce risque? Il y a une différence entre une maladie qui advient et une inoculation qui risque la mort. Et alors, on est dans des calculs, il va y avoir dans cette histoire un mathématicien suisse, Daniel Bernoulli, qui va s'illustrer, et qui, au nom d'un calcul de probabilité, va dire qu'il va y avoir un accroissement de l'espérance de vie par l'inoculation, et que, au fond, c'est mieux, donc il faut prendre la décision d'inoculer tout le monde. Et à cela, vous voyez ce que dit Bernoulli, il dit « En supposant que l'inoculation enlève même 100 enfants sur 943, donc un rapport de 1 à 10, simplement, il dit, eh bien, il en résulterait encore un bien pour la société, tant la variole était mortelle. » Mais vous voyez, il y a quelque chose d'effrayant. Et celui qui va remarquer que c'est effrayant, c'est d'Alembert. On oublie trop, on parle souvent de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et bien sûr Diderot, parce qu'il est plus littéraire, est venu jusqu'à nous, mais d'Alembert est un grand penseur. On l'oublie. Et d'Alembert fait des remarques très intéressantes. Il dit par exemple que dans le calcul des risques ici, il y a la comparaison entre un risque immédiat, juste après l'inoculation, et un risque étalé sur toute la vie d'une personne. Et donc, est-ce qu'on peut comparer de cette manière-là? De la même façon, on parle d'augmentation de l'espérance de vie, mais on peut très bien augmenter l'espérance de vie en diminuant la mortalité infantile, mais ça ne veut pas dire forcément... Enfin, qu'est-ce que c'est que l'espérance de vie? C'est un calcul de moyenne. Et d'Alembert a cette remarque très profonde, parce qu'il n'est pas contre l'inoculation, attention. Ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas dire « nous devons pratiquer l'inoculation » parce que le calcul de probabilité nous y oblige. Il dit qu'un calcul de probabilité, ça ne suffit pas. Il y a des tas de facteurs qui ne peuvent pas être pris en considération. Et notamment, il a cette phrase que je trouve vraiment prodigieuse. L'analyse des probabilités ne peut rien nous apprendre. Toutes les règles de cette analyse n'enseignent qu'à comparer un risque présent ou proche à un avantage également présent ou proche. C'est-à-dire qu'il faudrait que les deux menaces arrivent en même temps, voyez, pour qu'on puisse opérer une comparaison. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on fait un calcul des risques à partir des données présentes et on oublie le temps. On oublie la possibilité de l'événement. On oublie, vous voyez, la contingence dans ce calcul. La probabilité, c'est une contingence réduite à un risque ou une chance à partir d'un donné présent. Mais ce n'est pas la contingence prise comme événement possible qui peut changer la donne. Et vous voyez, la force de d'Alembert, c'est de dire le calcul des risques quand c'est deux risques qui coexistent en même temps, d'accord, mais si on prolonge, et c'est ce que je vous disais au début, des courbes exponentielles, vous voyez, à partir d'un état présent, on va anticiper des choses, mais qui n'auront peut-être pas lieu, parce qu'il y a d'autres facteurs qu'on n'a pas pris en compte, etc. Donc d'Alembert dit, le calcul de probabilité nous fait perdre de vue l'événement. Et il dit, je ne suis pas contre l'inoculation. Pratiquons-la. Mais il faut le faire au nom d'une responsabilité. Là, on est plus proche du coup de poker de Raoult, si vous voulez, que du calcul de Véran. C'est ça qui est intéressant. D'Alembert dit, oui, voilà, il faut faire quelque chose, faisons-le, mais en personne responsable. Et c'est la responsabilité, c'est-à-dire un rapport, on décide quelque chose, on n'est pas absolument sûr, mais on le prend sur soi.
on est prêt à en rendre compte, à en répondre par la suite. Et c'est ça ce que va faire le père de famille. C'est d'abord endosser une responsabilité et pas dire « Ah, il était nécessaire que je fasse comme cela parce que le calcul de probabilité me l'imposait. » Ben non. C'est un rapport essentiellement à l'avenir qui implique notre responsabilité et donc notre... C'est pas une prise de risque, c'est pas une question de risque, c'est d'assumer l'acte qui cherche le bien au milieu d'une situation unique, avec des contingences, avec des événements dont je ne peux pas anticiper toutes les conséquences. C'est ça l'ordre de la vie pratique, morale, humaine. Alors, je reviens maintenant bien sûr à David pour conclure. Le recensement chez David est dans une logique de contrôle. On peut l'entendre comme savoir quelle est cette population et ça permet une gestion des risques, voilà, comme dans l'épidémiologie, mais là aussi c'est une gestion des ressources. Une fois qu'on a fiché tout le monde, on pourra dire, bah, tiens, je cherche telle chose pour mon palais royal, tel type de compétence, hop, j'irai la prendre dans telle tribu. Hop, vous voyez, c'est lié à la centralisation du pouvoir, qui est profondément critiquée dans toute la Bible. Et en plus, c'est très intéressant, ce recensement, d'emblée, va poser une division, puisque ça va être, alors même qu'il n'y a pas encore eu le schisme d'Israël, d'emblée dans ce recensement, on va dénombrer Israël et Juda. C'est-à-dire qu'avant même le schisme qui aura lieu après la mort de Salomon, on divise Israël et Juda. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre et Juda 500 000 hommes. C'est-à-dire que déjà cet acte produit une division, parce qu'on va être dans la logique des grands ensembles plutôt que dans la vérité des tribus d'Israël. Ouais, donc dans les nuances des appartenances, de la variété. Alors quand David fait ça, il va être châtié, enfin il y a un châtiment, et le prophète Gad va lui dire que le Seigneur lui parle, lui propose 3 châtiments qu'il doit choisir, entre 3 châtiments qui marchent aussi avec le chiffre 3, enfin 7 pour les années de famine dans Samuel, mais dans le livre des Chroniques c'est 3, 3, 3. C'est très... Alors, choisis entre 3 années de famine, 3 mois de guerre et 3 jours de peste. Et David dit, je ne veux pas être remis à la main de mes ennemis, donc je ne prends pas la guerre, je préfère la peste 3 jours. Ça c'est très important, cette question des 3 qu'on voit ici, c'est le refrain par exemple du prophète Jérémie. Si le peuple ou ceux qui agissent mal, qu'est-ce qui va leur arriver? Ben, ils vont être frappés par l'épée, par la famine et par la peste. C'est un refrain, ça revient souvent dans le livre du prophète Jérémie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui va arrêter la peste n'est pas le terme des 3 jours. En fait, on ne sait pas si, il ne nous est jamais dit les 3 jours s'arrêtent, la peste s'arrête. Il va y avoir un acte qui va être posé par David, aussi à partir de ce que va lui dire le prophète. Ils vont devoir aller sur un endroit, vers Jérusalem, à Jérusalem, qui appartient à un Jébuséen, donc quelqu'un qui est de la terre de Canaan avant la conquête des Juifs, qui s'appelle Arona. Dans le livre des Chroniques, on apprendra que ce terrain d'Arona, où on va faire le sacrifice qui va arrêter la peste, ce terrain du Jébuséen, va être le terrain sur lequel Salomon va construire le temple. C'est une chose très impressionnante. Et donc, tout d'un coup, alors qu'il s'agissait de compter Israël dans un territoire que possédait Israël, on découvre que sur ce territoire, il y a encore un Jébuséen. Vous savez, le pays du Cananéen, du Hittite, du Jébuséen, ouais, il y a encore un Jébuséen. Un étranger. Quelqu'un qui n'a pas été dénombré. Quelqu'un qui est hors calcul. Ouais. C'est celui qui est hors calcul qui nous fait sortir de la peste. Et donc, oui, c'est celui pour contrer la logique du recensement. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est pas une tête de bétail. J'ai interrogé mon père sur cette question-là, mon père Bernard Hadjadj, qui est talmudiste,
Et alors, je lui ai posé des questions, mais il m'a dit que l'essentiel, c'était de penser que on ne peut pas compter les hommes comme des têtes de bétail. En Israël et dans la Bible, dans la Torah, il faut les identifier selon leur famille, en fait, leur maison paternelle et leur nom. Et il y a la tribu, la maisonnée et le nom. C'est ça ce qu'on voit dans le cadastre de Josué. Tout être humain vient de quelque part, a une histoire et a un nom. Et mon père ajoute en disant tout le contraire d'Auschwitz, où il n'était que des numéros. Ça m'a beaucoup frappé cette phrase, parce que à travers ça, ce qu'il me dit, c'est que Auschwitz est le lieu des statistiques pures. À Auschwitz, vous avez dépouillé les hommes de leur appartenance, de leur attribut, etc. Ils pouvaient faire des calculs, voilà, comme des têtes de bétail. Ouais. Et c'est ça le drame, vous voyez, de cette réduction statistique. Alors, si on va un peu plus loin, on est étonné. Mais il faut voir l'hébreu. Ceux qui connaissent l'hébreu connaissent cette polysémie de la racine dalet, bet, resh, dbr, que l'on peut vocaliser. Vous savez que l'écrit c'est consonantique, c'est que des consonnes. Donc les mêmes trois consonnes, dbr, peuvent se vocaliser soit dabar, ça veut dire la parole, soit deber, ça veut dire la peste, le fléau. C'est-à-dire que selon les vocalisations, vous pouvez dire, au moment où il est parlé de la parole de Dieu, donc vous pouvez dire la peste de Dieu. Au moment où il est parlé de la peste, vous pouvez dire la parole. Alors les massorètes, qui vont reprendre les textes consonantiques, vont voyeliser et vont essayer de désambiguiser le texte en disant là il faut bien lire parole et pas peste, c'est évident en fonction du contexte. Voyez. Mais il y a eu des passages, par exemple dans le fameux psaume 91, où il est parlé du fléau qui frappe à midi et de la peste qui rôde dans le noir. Il paraît que la Septante, les gens de la Septante, la traduction donc faite par des juifs en grec, ont traduit peste par parole. Le fléau qui frappe à midi, la parole qui rôde dans le noir. Ils ont fait le choix de prendre plutôt parole que peste. Bon, pourquoi? Alors, quel est ce lien entre la parole et la peste? Il y a une raison physique à cette analogie que j'ai trouvée chez Daniel Defoe. Vous savez, l'auteur de Robinson Crusoe, qui a écrit un journal de l'année de la peste, mais qui a écrit un texte qui s'appelle « Due Preparations for the Plague ». Voilà, ce qu'il convient de faire en vue de la peste. Et il a une phrase que j'ai trouvée très intéressante. Il dit « Les effluves des corps infectés sont propagés d'une personne à l'autre par l'air. » La peste se propage à travers l'air. Et il dit la chose suivante, sans faire de commentaire d'ailleurs, c'est juste un descriptif. De même, les paroles se propagent de la bouche de celui qui parle à l'oreille de celui qui écoute par l'interposition et la vibration de l'air. Et de la même façon que la parole se propage à travers l'air, la peste se propage à travers l'air. Et vous voyez cette question du corona, pas trop près, pas trop longtemps, en gros éviter de trop parler et surtout pas de confidence, parce que les confidences se font de près, alors là c'est dangereux, vous voyez. La parole de confession, par exemple, là, elle exige un hygiaphone, mieux, mais en tout cas, vous voyez, cette proximité devient dangereuse. Des similitudes dans les modes de propagation, en fait, de la peste et de la parole. Mais, au-delà de cette raison physique, il y a une raison qui, bien sûr, est métaphysique ou essentielle, c'est que la parole peut devenir blessante, peut devenir tueuse, tuante. La parole est aussi ce qui peut mettre à mort. Dans les proverbes, il y a ce proverbe très célèbre, la vie et mort sont au pouvoir de la langue. La parole humaine peut devenir peste. Et la parole humaine devient peste dès qu'elle se prétend souveraine et prétend contrôler toute chose. Dès qu'elle se fait, non pas parole, je dirais, dans la rectitude éthique, au sens de Lévinas du terme, c'est-à-dire de responsabilité pour autrui, qui a un visage, mais dès qu'elle se fait exclusivement code, algorithme, système. Vous voyez, à ce moment-là, la parole détruit la réalité, elle la chiffre, et la peste, quand elle advient, la vraie peste, la peste réelle, vient révéler cette peste métaphorique.
Et l'épreuve, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, on est face à cette peste réelle et cette peste métaphorique, celle de la statistique qui vient tout dévorer, vous voyez, qui coexistent et qui s'alimentent l'une l'autre. Mais on s'en rend compte. On voit qu'il y a quelque chose qui cloche, parce qu'on sait qu'il y a des vrais morts derrière. Et donc, face à la vraie peste, la parole est ramenée à son essence, qui n'est pas d'abord contrôle, mais prière et supplication, et surtout accueil de l'autre dans ce qu'il a de déchirant. Accueil de l'autre plutôt que mainmise sur lui pour le ramener au même. Je pense à tous ceux qui meurent actuellement, et spécialement aux vieillards, qui sont toute une histoire et plus qu'une bibliothèque, comme on sait. Toute l'expérience accumulée. Et justement, dans cette déchéance de la parole, pour l'heure, les vieillards sont réduits à une unité dans un dénombrement. Mais qui va sauver leur nom propre? Qui racontera leur histoire? Et c'est pour cela que les Juifs ne croient pas beaucoup au rapport statistique, ils croient d'abord au livre de vie